En arrivant à l'hôtel après une mission, l'officier de l'armée resta figé en voyant une cleaning lady identique à son amour de jeunesse. Portant les mêmes boucles d'oreilles, celle-là même qu'il lui avait offerte avant sa disparition il y a 26 ans. La pluie de lions tambourinait contre les vitres du taxi, créant une symphonie mélancolique qui accompagnait Philippe Delaunay dans son retour vers une ville qu'il avait fui 26 ans plus tôt. Le colonel serrait machinalement sa mallette de cuir usé, celle qui l'avait accompagné dans tout déploiement militaire, de l'Afghanistan au Mali, à 52 ans. Son visage buriné par les missions et les regrets portait encore les traces d'une beauté qui avait autrefois fait chavirer le cœur de Maryse Chevalier. « Hôtel colonial, s'il vous plaît », avait-il murmuré au chauffeur d'une voix rauque que les années de commandement avaient rendu grave et autoritaire. Le véhicule glissait maintenant dans les rues pavées du vieux Lyon, longeant la Saône qui reflétait les lumières dorées des traboules. Philippe ferma les yeux. Et aussitôt, comme un film qui se rembobine, les souvenirs affluèrent avec une violence qu'il n'attendait plus. « Maryse, ma chérie, tu m'avais promis que tu serais là à mon retour. C'était en 1998. Il avait 26 ans, elle en avait 24. Leurs fiançailles avaient été célébrées dans le jardin de SES Parents, à Belleville, sous un ciel d'été parfait. Les invités avaient levé leurs verres en cristal vers le soleil couchant, et Philippe avait glissé à l'annulaire de Maryse une bague sertie d'émeraude qui appartenait à sa grand-mère. Mais c'est eux qui l'avaient vraiment ému, c'est eux qui avaient fait perler des larmes de joie dans ses yeux verts. C'était CES boucles d'oreilles en forme de gouttes d'émeraude qu'il avait fait fabriquer spécialement pour elle chez Cartier. Elles sont uniques au monde. Lui avait-il chuchoté à l'oreille en les accrochant délicatement à ses lobes nacrés. Comme notre amour, Maryse avait ri, de ce rire cristallin qui faisait vibrer l'air autour d'elle. « Tu es fou, mon chéri, complètement fou. Fou de toi. » Oui, le lendemain de leurs fiançailles, Philippe était parti pour une mission de 6 mois en Bosnie. Une mission de routine, avait-il dit à Maryse en l'embrassant une dernière fois sur le perron de leur appartement rue Mercière. 6 mois, et ensuite ils se marieraient dans la petite église de Sainte-Foy-les-Lyons, où elle avait été baptisée. Mais quand Philippe était rentré, bronzé et épuisé par les Balkans, l'appartement était vide. Pas de mots, pas d'explication, juste l'absence de Maryse et de tous ces qui lui appartenaient, y compris les précieuses boucles d'oreilles. 26 ans. 26 ans qu'il la cherchait dans chaque visage féminin croisé au détour d'une rue, dans chaque reflet de cheveux blonds aperçu dans une vitrine. 26 ans qu'il se réveillait certaines nuits en prononçant son nom, le corps trempé de sueur froide. Le taxi s'arrêta devant la façade art déco de l'hôtel colonial, un établissement de luxe niché dans le 2e arrondissement. Philippe régla la course d'un geste machinal et poussa les lourdes portes de verre gravées, le hall d'entrée, avec SES colonne de marbre rose et SES palmier en pot, dégageait cette élégance surannée qui caractérisait le Lyon bourgeois. « Bonjour monsieur, vous avez une réservation ?» La réceptionniste, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux tirés en chignon strict, lui souriait avec cette politesse professionnelle que Philippe connaissait bien pour avoir fréquenté tous les grands hôtels du monde. « Colonel Philippe Delaunay, une suite pour 1 semaine. » Elle pianota sur son clavier, vérifia quelques détails, puis lui tendit une clé-carte dorée. « Suite 412, 4e étage, le groom va s'occuper de vos bagages. » Philippe refusa d'un signe de tête. Il n'avait qu'une valise et sa mallette. Les habitudes militaires avaient fait de lui un homme qui voyageait léger. Il se dirigeait vers les ascenseurs quand une silhouette féminine croisa son champ de vision. Le temps s'arrêta. Une jeune femme poussait un chariot de ménage le long du couloir menant au bar de l'hôtel. Elle portait l'uniforme bleu marine du personnel d'entretien. SES cheveux blonds étaient rassemblés sous un petit bonnet blanc, mais CE n'était pas cela qui avait figé Philippe sur place. C'était son profil, cette courbe délicate du nez, cette façon particulière qu'elle avait de pencher légèrement la tête vers la gauche quand elle se concentrait. Mon Dieu, Maryse, mais non, cette femme était trop jeune, 25 ans tout au plus. Et puis, quand elle tourna la tête vers lui, Philippe vit des yeux bruns, là où ceux de Maryse étaient d'un vert profond comme les eaux de la Saône. Pourtant, il y avait quelque chose. Cette façon de bouger les mains, cette grâce naturelle dans chacun de ces gestes, Philippe sentit son cœur s'emballer comme il ne l'avait plus fait depuis des années. La jeune femme s'arrêta près d'une console, se pencha pour récupérer un mouchoir en papier tombé au sol, et c'est à ce moment-là que Philippe les vit, les boucles d'oreilles. Ses jambes se dérobèrent sous lui,
Il dut s'appuyer contre le mur de marbre pour ne pas s'effondrer. C'était elle, sans aucun doute possible. CES goutte d'émeraude parfaite. Cette monture en or blanc délicatement ciselée, cette façon unique qu'avait la pierre de capter la lumière, il les avait dessinées lui-même, travaillé chaque détail avec le joaillier pendant des semaines. « Monsieur, ça va ?» La réceptionniste s'était approchée, inquiète de voir ce grand homme d'allure militaire vaciller comme s'il avait reçu un coup. « Oui, excusez-moi, un petit malaise. » Philippe se redressa péniblement. Ses yeux cherchant désespérément la silhouette de la femme de ménage, elle avait disparu au détour du couloir. Ne laissant derrière elle que le parfum léger d'un produit d'entretien à la lavande, dans l'ascenseur qui l'emmenait au 4e étage, Philippe ferma les yeux et tenta de calmer les battements effrénés de son cœur. 3 hypothèses se bousculaient dans son esprit fiévreux. Soit Maryse était encore vivante et avait menti sur son âge, mais l'âge apparent de cette femme rendait cette possibilité absurde. Soit quelqu'un avait volé ou acheté les boucles d'oreilles, et leur présence ici n'était qu'une coïncidence cruelle. Soit cette femme avait un lien direct avec Maryse, un lien de sang. Peut-être. La suite 412 était spacieuse et élégamment décorée dans les tons beige et dorés. Philippe posa sa valise au pied du lit king size et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les toits de Lyon. Au loin, la basilique de Fourvière dressait ses tours jumelles vers un ciel qui s'assombrissait. Il sortit de sa mallette un dossier qu'il n'avait jamais cessé d'étoffer au fil des années. Photos de Maryse, copies de rapports de police, témoignages de SES amis et de sa famille, factures du joaillier. Tous ces eux qui pouvaient l'aider à comprendre ces eux qui s'étaient passés. Ces jour de décembre 1998, Philippe étala les documents sur le bureau et attrapa la photo qu'il préférait, celle où Maryse riait aux éclats lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Elle portait une robe d'été jaune qui faisait ressortir l'éclat de ses yeux verts, et les fameuses boucles d'oreilles captaient un rayon de soleil. « Où es-tu, ma chérie ?» murmura-t-il en caressant du doigt le visage souriant. « Et qui est cette femme qui porte tes bijoux ?» Dehors, la pluie avait cessé, et les lumières de la ville commençaient à s'allumer une à une. Philippe savait qu'il ne dormirait pas cette nuit, pas avant d'avoir des réponses, pas avant de savoir pourquoi, après 26 ans de recherche vaine. Le destin venait de placer sur sa route une femme qui portait les seules preuves tangibles de son amour perdu. Il décrocha le téléphone de la chambre et composa le numéro de la réception. « Oui, colonel Delaunay à votre service. J'aurais besoin de quelques renseignements sur votre personnel d'entretien. » Diane Morel se réveilla comme chaque matin à 5 heures précises, sans réveil matin, une habitude ancrée depuis l'enfance, quand tante Corinne l'emmenait nourrir les poules avant l'aube dans leur petite ferme d'Auvergne. Elle s'étira dans son studio minuscule de la rue Sala, un 2 pièces sous les toits qu'elle louait grâce à son salaire de femme de ménage à l'hôtel colonial. Le miroir de la salle de bain lui renvoya l'image d'une jeune femme de 26 ans aux traits délicats, aux cheveux blonds cendrés qui lui tombaient aux épaules quand elle les détachait. Ses yeux bruns, légèrement en amande, avaient cette profondeur mélancolique de ceux qui ont grandi trop vite. Elle enfila son uniforme bleu marine en soupirant, encore une journée à nettoyer les traces de la richesse des autres. « Allez, Diane, on ne se plaint pas. Au moins, tu as du travail. » C'était la voix de tante Corinne qui résonnait dans sa tête, comme chaque matin depuis qu'elle avait quitté Saint-Flour pour tenter sa chance à Lyon. Corinne Marchetti, la seule famille qu'elle ait jamais connue, celle qui l'avait recueillie alors qu'elle n'était qu'une gamine de 5 ans sans aucun souvenir de sa vie d'avant. En brossant ses cheveux devant le miroir, Diane toucha machinalement ses boucles d'oreilles. CES goutte d'émeraude était son seul lien avec le mystère de SES origines. Tante Corinne lui avait toujours dit qu'elles appartenaient à sa mère, mais s'était toujours montrée évasive sur les circonstances exactes de leur première rencontre. « Ta maman, elle t'aimait tellement, ma petite. Elle voulait que tu aies CES bijoux quand tu serais assez grande pour les porter sans les perdre. Mais pourquoi elle est partie, tante Corinne? Pourquoi elle m'a abandonnée? Elle ne t'a pas abandonnée. Ma chérie, jamais. Les adultes ont parfois des problèmes compliqués. Elle voulait te protéger. 21 ans plus tard, CES explications nébuleuses continuaient de hanter Diane. Elle avait tenté quelques recherches dans les registres de l'état civil, fouillé les archives des services sociaux, mais sans nom de famille précis ni date de naissance exacte. Et ses efforts avaient été vains, comme si Diane Morel était née de nulle part le jour où elle avait franchi le seuil de la ferme de tante Corinne.
Elle descendit les 5 étages de son immeuble vétuste et prit le tramway T1 jusqu'au centre-ville. Lyon s'éveillait lentement dans la brume matinale. Les premiers cafés ouvraient leurs terrasses. Les boulangeries embaumaient l'air frais de septembre. L'hôtel colonial dressait sa façade majestueuse face à la place Bellecour. Diane poussa la porte de service qui donnait sur l'office et salua Monique, la gouvernante générale. « Bonjour Diane. Ça va, ma puce ?»« Ça va. Merci Monique. Qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui ?» Les 4 étages comme d'habitude, plus une suite au 4e qui vient d'arriver hier soir. Un militaire, paraît-il, le colonel. Elle consulta sa feuille. Delaunay, suite 412. Diane hocha la tête et récupéra son chariot. Elle commença par les étages inférieurs, nettoyant méthodiquement chaque chambre, chaque salle de bain, aspirant les moquettes épaisses et dépoussiérant les meubles d'époque. C'était un travail répétitif, mais qui lui laissait l'esprit libre. Elle pensait souvent à tante Corinne pendant ces heures silencieuses. S'inquiéter pour sa santé qui déclinait depuis quelques mois, vers 10 heures, elle attaqua le 4e étage. La suite 412 était au bout du couloir. Et quand elle frappa discrètement à la porte, personne ne répondit. Elle utilisa son passe et entra dans la pièce spacieuse baignée de lumière. L'occupant était manifestement un homme méticuleux. Sa valise était rangée dans l'armoire, ses affaires de toilette alignées au millimètre dans la salle de bain, son lit fait au carré comme s'il n'avait pas dormi dedans. Seul le bureau témoignait d'une activité nocturne. Des documents étaient étalés en éventail, des photos, des papiers officiels. Diane commença par faire le lit, qui n'en avait pas besoin, puis passa l'aspirateur. Elle évitait toujours de regarder les affaires personnelles des clients, par respect et par discrétion professionnelle. Mais en dépoussiérant le bureau, son regard fut attiré malgré elle par une photographie qui dépassait d'un dossier. Elle se figea. La femme sur la photo lui ressemblait de façon troublante. Même structure faciale, même port de tête, même sourire, à une différence près. Cette femme avait les yeux verts, d'un vert profond et lumineux, et elle portait les mêmes boucles d'oreilles que Diane. Exactement les mêmes, les mains tremblantes. Diane posa son chiffon et s'approcha. D'autres photos montraient la même femme blonde dans différentes situations, riant aux éclats dans un parc, dansant lors d'une fête, posant devant un monument qu'elle ne reconnaissait pas. Sur chaque cliché, les boucles d'oreilles étaient là, identiques à celles qu'elle portait depuis 16 ans. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Cette femme pouvait-elle être sa mère ? Cette mère mystérieuse dont tante Corinne refusait de parler ? Mais pourquoi un militaire posséderait-il autant de photos d'elle ? Et pourquoi CES documents qui ressemblaient à des rapports d'enquête ? Un bruit de pas dans le couloir la fit sursauter. Diane remit précipitamment la photo en place et reprit son travail, le cœur battant, mais elle n'arrivait plus à se concentrer. Cette ressemblance ne pouvait pas être une coïncidence. Elle termina le ménage de la suite en pilotage automatique et ressortit dans le couloir. Poussant son chariot vers la chambre suivante, c'est alors qu'elle l'aperçut. Un homme grand, aux cheveux poivre et sel, était appuyé contre le mur près des ascenseurs. Il portait un costume sombre de bonne coupe et avait cette prestance particulière des officiers supérieurs. Mais ce qui frappa Diane, c'était son regard. Il la fixait avec une intensité dérangeante, comme s'il cherchait à percer ceux secrets les plus intimes. Leurs yeux se croisèrent une seconde et elle y lut quelque chose qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la surprise, de la douleur, de l'espoir. L'homme fit un pas vers elle, puis sembla se raviser. Il détourna le regard et disparut dans l'ascenseur, la laissant troublée au milieu du couloir. Le reste de la matinée passa dans un brouillard. Diane effectuait ses tâches machinalement, l'esprit obsédé par cette photo et ces regards. À l'heure du déjeuner, elle ne put avaler que quelques bouchées de son sandwich, sous l'œil inquiet de Monique. « Tu as l'air toute retournée, ma puce. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, juste. Fatiguée, mais CE n'était pas de la fatigue. C'était cette sensation étrange d'être observée, épiée, plusieurs fois dans l'après-midi. Elle crut apercevoir la silhouette de l'homme au costume sombre dans son champ de vision, dans le hall quand elle traversait pour aller chercher des serviettes propres, près du bar, quand elle nettoyait les vitres du couloir, à la réception quand elle rapportait son chariot. Était-ce le colonel Delaunay ? Et si oui, pourquoi s'intéressait-il à elle, en fin de journée, alors qu'elle rangeait ses affaires dans l'office ? Diane prit une décision. Elle remonta discrètement au 4e étage
et colla l'oreille contre la porte de la suite 412. Silence. Elle frappa doucement. « Monsieur, service de ménage. J'ai oublié quelque chose. » Pas de réponse. Elle utilisa son passe et se glissa dans la suite déserte. Les documents étaient toujours étalés sur le bureau. Cette fois, elle ne résista pas à la tentation. Le dossier portait un nom écrit à la main, Maryse Chevalier. Les photos montraient effectivement cette femme blonde aux yeux verts dans diverses situations. Toujours avec les boucles d'oreilles d'émeraude, Diane découvrit des copies de rapports de police datés de décembre 1998, des témoignages d'amis et de famille, même une facture de chez Cartier pour l'achat de bijoux, boucles d'oreilles sur mesure, à or blanc et émeraude de Colombie, lisait-elle avec stupéfaction. Ces boucles d'oreilles, ces précieuses boucles d'oreilles, avaient été achetées par quelqu'un pour cette Maryse Chevalier en 1998, l'année où elle avait 3 ans. Quelque part dans les trous noirs de sa mémoire, des larmes lui montèrent aux yeux. Enfin, un début de réponse à ces questions, mais aussi 1000 nouvelles interrogations. Qui était cette Maryse? Pourquoi avait-elle disparu? Et quel lien avait-elle avec tante Corinne? Un déclic dans la serrure la fit bondir. Diane rangea précipitamment les documents et se dirigea vers la salle de bain, feignant de vérifier les serviettes. L'homme en costume sombre entra dans la suite et s'arrêta net en la voyant. « Excusez-moi, monsieur, je vérifiais juste que tout était en ordre. » Il la regardait de nouveau avec cette intensité troublante. Sa voix, quand il parla, était grave et légèrement rauque. « Vous, comment vous appelez-vous ?»« Diane, monsieur, Diane Morel. » Il hocha lentement la tête, comme si ce nom confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Diane, c'est un joli prénom. Depuis quand travaillez-vous ici ?»« 2 ans, monsieur. Et avant, vous êtes de Lyon ?» Elle hésita. Il y avait quelque chose dans cette question qui dépassait la simple curiosité. « Non, je viens d'Auvergne, de Saint-Flour. » Cette fois, elle vit distinctement ses pupilles se dilater. Il fit un pas vers elle, et Diane recula instinctivement. « Je dois y aller. Bonne soirée, monsieur. » Elle se dirigea vers la porte, mais sa voix l'arrêta. « Diane, vos boucles d'oreilles, elles sont magnifiques. » Elle porta machinalement la main à ses oreilles et se tourna vers lui. Il la regardait avec une expression qu'elle n'arrivait toujours pas à déchiffrer, quelque chose entre la tendresse et la douleur. « Merci, monsieur. Bonne soirée. » Elle sortit de la suite le cœur battant, certaine maintenant que cet homme détenait des clés importantes de son passé, mais était-elle prête à affronter la vérité? Le village de Saint-Flour se dressait sur son piton basaltique comme une sentinelle de pierre face au mont du Cantal. Philippe Delaunay avait loué une Peugeot 508 à Lyon et roulé 3 heures durant sur les routes sinueuses d'Auvergne. L'esprit hanté par cette conversation avec Diane Morel, Saint-Flour, un nom qui ne lui disait rien, mais qui pouvait receler les clés du mystère. Il gara sa voiture sur la place d'Armes et contempla la cathédrale gothique qui dominait la ville haute. L'air était plus vif qu'à Lyon, chargé de cette pureté minérale des hautes terres. Philippe boutonna son manteau et se dirigea vers le café de la place où il espérait obtenir des renseignements sur la famille de Diane. Diane Morel, le patron du café, un homme rubicond d'une 60aine d'années, fronça les sourcils. « Ça me dit quelque chose ? Ah oui, la petite de Corinne Marchetti. Elle est partie à Lyon il y a quelques années. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Je suis un ami de la famille, mentit Philippe. J'aimerais rendre visite à Madame Marchetti. Corinne, l'homme secoua tristement la tête. Ça va pas fort pour elle, c'est ce temps-ci. Le cancer, vous savez. Elle habite toujours à la ferme du Puy-Méry, à 15 km d'ici, mais je sais pas si elle reçoit encore du monde. Philippe remercia et reprit sa voiture. La route vers la ferme serpentait à travers des pâturages où paissaient des vaches salaires aux robes à cajou. Le paysage avait cette beauté austère typique du massif central. Tout en vallon et en crête arrondie par l'érosion, la ferme de Corinne Marchetti était une bâtisse de basalte noircie par les intempéries, typique de la région. Une cour pavée la précédait, flanquée d'une grange et d'un poulailler. Philippe gara sa voiture près d'un puits de pierre et observa les lieux. Tout respirait une pauvreté digne, celle des paysans qui avaient toujours vécu de peu mais avec honneur. Il frappa à la porte de bois massif, des pas traînants se firent entendre, puis une voix affaiblie demanda « Qui est-ce ?»« Madame Marchetti, je suis le colonel Philippe Delaunay, j'aimerais vous parler de Diane. » Un long silence suivit, puis le bruit d'une clé dans la serrure. La porte s'ouvrit sur une femme d'environ 70 ans.
amaigrie par la maladie mais dont les yeux noirs brillaient encore d'intelligence. Elle portait une blouse de travail délavée et s'appuyait sur une canne. « Philippe Delaunay », répéta-t-elle lentement, et quelque chose dans sa voix laissa entendre qu'elle connaissait ce nom. « Entrez ». L'intérieur de la ferme était spartiate mais propre. Une cuisine à l'ancienne avec un fourneau à bois, une grande table de noyer ciré, des chaises paillées, au mur, quelques photos encadrées, dont Philippe reconnut plusieurs clichés de Diane enfant et adolescente. « Asseyez-vous », dit Corinne en désignant une chaise. « Vous voulez un café ? » ?»« Volontiers, merci. » Elle s'affaira près du fourneau. Est-ce un geste rendu difficile par la maladie ? Philippe l'observait, cherchant une ressemblance avec Maryse. Mais Corinne Marchetti avait les traits burinés des femmes de la terre. Les cheveux gris tirés en chignon, rien qui évoqua l'élégance blonde de sa fiancée disparue. « Alors », dit-elle en posant 2 tasses fumantes sur la table, « vous venez me parler de ma Diane. Votre Diane porte des boucles d'oreilles que j'ai offertes à ma fiancée il y a 26 ans. Ma fiancée qui s'appelait Maryse Chevalier et qui a disparu en décembre 1998. » Corinne ne manifesta aucune surprise. Elle but une gorgée de café, ses yeux noirs rivés sur ceux de Philippe. « Je me demandais quand vous viendriez, » dit-elle simplement. Le cœur de Philippe s'emballa. « Vous savez qui je suis. Maryse m'a beaucoup parlé de vous dans Ses lettres, Philippe, son militaire, celui qu'elle aimait plus que tout au monde. Ses lettres. » Philippe se pencha vers elle. « Vous avez eu des nouvelles de Maryse après sa disparition ?» Corinne se leva péniblement et se dirigea vers un buffet ancien. Elle en sortit une boîte en fer blanc qu'elle posa sur la table. « Tout est là, Ses lettres, quelques photos et autre chose. » Elle ouvrit la boîte. Philippe y découvrit une dizaine d'enveloppes jaunies, toutes adressées à Corinne Marchetti à Saint-Flour. L'écriture fine et penchée lui arracha un sanglot étouffé. « Mon Dieu, c'est bien son écriture. Lisez », dit simplement Corinne. Philippe prit la première lettre d'une main tremblante. Elle était datée du 15 janvier 1999. « Ma chère Corinne, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Je sais que tu dois te demander pourquoi je t'écris après toutes ces années sans nouvelles. La vérité, c'est que j'ai besoin de toi, ma sœur. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose de très important. Je ne peux pas te donner tous les détails par lettre. C'est trop dangereux. Mais sache que je ne suis pas partie de mon plein gré. Quelqu'un me retient prisonnière. Quelqu'un qui prétend m'aimer, mais qui ne comprend pas ce qu'est l'amour véritable. Je pense à Philippe chaque jour, chaque nuit. Il doit me croire infidèle. Il doit me haïr, Corinne. Je suis enceinte. L'enfant est de Philippe. Nous nous sommes aimés la nuit avant son départ pour la Bosnie. C'est un miracle au cœur de ce cauchemar. Mais j'ai peur, si peur pour ce bébé. » Philippe dut s'interrompre, les mots se brouillant devant ses yeux noyés de larmes. Elle était enceinte. Nous allions avoir un enfant. « Continuez, » dit doucement Corinne. La deuxième lettre, datée de mars 1999, révélait l'identité du ravisseur. Aurélien Monclerc, un homme d'affaires qui s'était épris de Maryse et l'avait enlevée la veille de son mariage. Il la retenait dans une propriété isolée, espérant qu'elle finirait par l'aimer. Il n'est pas méchant au fond. Écrivez Maryse, il ne me fait aucun mal physique, mais c'est cette possession, cette obsession qui me terrifie. Il a fait disparaître toutes les preuves de ma vie d'avant, détruit mes papiers, mes photos avec Philippe. Il veut que j'oublie tout pour ne plus vivre que pour lui. Les lettres suivantes racontaient les mois de captivité, la grossesse qui avançait, les tentatives d'évasion toujours déjouées. Maryse décrivait Clairette, une jeune domestique de la propriété qui compatissait à son sort et l'aidait discrètement. Puis, dans la lettre du 12 août 1999, « Ma chère Corinne, je vais accoucher dans quelques semaines. J'ai un plan. Clairette a accepté de m'aider. Elle aussi a une petite fille et comprend qu'une mère peut tout sacrifier pour protéger son enfant dès que le bébé naîtra. Clairette l'emmènera loin d'ici. Je lui ai donné tes coordonnées et elle viendra te voir. Je t'en supplie, ma sœur, recueille mon enfant. Élève-le comme ton propre fils ou ta propre fille. Ne dis jamais qui sont SES vrais parents. C'est trop dangereux, tant qu'Aurélien sera en vie. J'ai gardé mes boucles d'oreilles, celles que Philippe m'a offertes. Clairette les emportera avec le bébé. Un jour, quand l'enfant sera assez grand, donne-les lui. Elles sont le seul lien qui restera avec l'amour véritable. » Philippe releva la tête, le visage baigné de larmes. « Diane est ma fille. » Corinne hocha la tête. «
Elle était née le 3 septembre 1999. Clairette me l'a amenée quand elle avait 3 semaines. Une petite chose si fragile, si belle. Je l'ai élevée comme ma propre fille, en espérant qu'un jour, SES vrais parents pourraient la récupérer. Et Maryse, qu'est-il arrivé à Maryse? Le visage de Corinne s'assombrit. Elle prit la dernière lettre de la boîte, datée du 20 septembre 1999. Corinne, Aurélien a découvert que Diane avait disparu. Il est devenu fou de rage. Je crois qu'il va me tuer. Je n'ai pas peur de mourir maintenant que je sais ma fille en sécurité avec toi, dis-lui, quand elle sera assez grande pour comprendre que sa maman l'a aimée plus que tout au monde. Dis-lui que son papa était l'homme le plus merveilleux de la terre. Un héros qui méritait d'être aimé. Je t'aime, ma sœur. Prends soin d'elle. Maryse P.S. J'ai caché des preuves des crimes d'Aurélien dans un endroit sûr. Si un jour la justice doit être rendue, cherche sous le vieil chêne, derrière l'église de Saint-Maximin. Près d'Avignon, tu trouveras une boîte métallique avec des documents, des photos, tout. C'est eux qu'il faut pour l'envoyer en prison. Philippe replia la lettre, le cœur brisé. Elle est morte en protégeant notre fille. Clairette m'a confirmé sa mort 2 ans plus tard. Quand elle a réussi à s'enfuir de la propriété, Aurélien l'avait tuée d'une balle dans la tête le lendemain de cette dernière lettre. Ils restèrent silencieux un long moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent d'automne faisait gémir les arbres de la cour. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais contacté ?» demanda finalement Philippe. Maryse me faisait promettre de ne jamais révéler l'identité des vrais parents de Diane. Tant qu'Aurélien serait vivant, elle avait peur qu'il s'en prenne à vous ou à l'enfant. Et puis, elle toussa, un râlement qui révélait l'avancée de sa maladie. Le temps a passé. Diane était heureuse ici. Pourquoi bouleverser sa vie? Et maintenant? Corinne le regarda avec une intensité surprenante. Maintenant, je vais mourir. Les médecins me donnent quelques mois tout au plus. Il faut que Diane connaisse la vérité. Il faut qu'Aurélien paye pour SES Crime. Elle se leva péniblement et sortit de la boîte un dernier objet, une petite carte routière pliée. Maryse avait marqué l'emplacement exact où elle avait caché les preuves. « Tout est là, colonel Delaunay. À vous de décider, c'est eux que vous en ferez. » Philippe prit la carte, les mains tremblantes. Enfin, après 26 ans, il tenait la vérité entre ses doigts. Mais cette vérité était plus douloureuse qu'il ne l'avait imaginé. Comment vais-je lui dire? Comment expliquer à Diane que je suis son père et que sa mère est morte à cause de moi? Pas à cause de vous, corrigea fermement Corinne. À cause d'un monstre, et c'est ce monstre qui doit payer, pas vous. Sébastien Monclerc poussa les portes dorées de l'hôtel colonial avec cette élégance naturelle que lui avait donnée 32 ans d'éducation bourgeoise. Grand, brun aux yeux noisettes, il portait un costume anthracite de chez Charvet qui moulait parfaitement sa silhouette athlétique. Avocat d'affaires spécialisé dans le droit international, il venait à Lyon pour rencontrer des clients potentiels, loin des bureaux parisiens du cabinet Monclerc & Associés qu'il dirigeait depuis la mort de son oncle. « Monsieur Monclerc », le salua la réceptionniste avec déférence. « Votre suite est prête, suite 315, comme d'habitude. » Sébastien remerciait d'un sourire charmeur quand il l'aperçut. Une jeune femme blonde poussait son chariot de ménage le long du hall. SUS cheveux tirés sous un petit bonnet blanc, essai gestes précis et gracieux malgré la simplicité de sa tâche, il y avait quelque chose dans sa façon de se mouvoir qui capta immédiatement son attention, une grâce naturelle qui contrastait avec l'humilité de sa condition. Leurs regards se croisèrent une seconde. Elle avait des yeux bruns d'une profondeur troublante. Et quand elle lui sourit timidement, avant de détourner la tête, Sébastien sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. « Qui est cette jeune femme ?» demanda-t-il discrètement à la réceptionniste. « Diane Morel, l'une de nos femmes de ménage. Elle travaille ici depuis 2 ans. Très consciencieuse, très discrète. Diane Morel. » Sébastien grava ce nom dans sa mémoire et monta à sa suite. L'esprit troublé par cette rencontre inattendue, il avait 32 ans, avait vécu plusieurs histoires sérieuses, mais jamais il n'avait ressenti cette attraction immédiate, quasi magnétique, c'était absurde. Lui, l'héritier d'un nom respecté du barreau français, s'émouvoir pour une employée d'hôtel qu'il venait de croiser. Pourtant, le lendemain matin, il se surprit à descendre plus tôt pour le petit déjeuner. Espérant l'apercevoir dans les couloirs, il la vit effectivement,
nettoyant les vitres du bar avec une concentration touchante. Cette fois, il osa l'aborder. « Excusez-moi. »« Mademoiselle !» Elle se retourna, surprise, et faillit lâcher son vaporisateur. « Monsieur, Sébastien Monclerc, je loge à l'hôtel et... » Il chercha une excuse plausible. « J'ai renversé du café dans ma suite. Pourriez-vous passer nettoyer quand vous aurez un moment ?»« Ah, bien sûr, monsieur. Suite 315, c'est bien cela. Je monterai dans 1 heure. » Sa voix était douce, légèrement teintée de cet accent auvergnat qui donnait une musicalité particulière à SES Mo. Sébastien la remercia et retourna à sa suite, le cœur battant comme un adolescent. Il renversa effectivement du café sur le tapis pour justifier sa demande. Quand Diane frappa à sa porte 1 heure plus tard, il l'accueillit avec un sourire qu'il espérait désinvolte. « Merci d'être venu si rapidement, c'est là, près de la fenêtre. » Elle s'agenouilla pour nettoyer la tâche, et Sébastien ne put s'empêcher d'admirer la courbe délicate de sa nuque, la façon dont SES cheveux blonds s'échappèrent de son bonnet. Il remarqua aussi SE boucles d'oreilles, des gouttes d'émeraude qui semblaient d'une valeur considérable, étrange pour une femme de ménage. « Vous êtes de Lyon ?» demanda-t-il pour engager la conversation. « Non, d'Auvergne, de Saint-Flour. » Elle leva les yeux vers lui. « Et vous ? Paris, malheureusement. Enfin, je dis malheureusement parce que Lyon me plaît beaucoup. La beauté de cette ville et de ses habitantes. » Diane rougit légèrement et reporta son attention sur sa tâche. « Voilà, c'est fini, monsieur. Attendez. » Il chercha désespérément un prétexte pour la retenir. « Accepteriez-vous de prendre un café avec moi ? Je ne connais personne ici, et vous pourriez me conseiller sur les endroits à visiter. » Elle le regarda, interloquée. « Monsieur, CE ne serait pas convenable. Je travaille, et vous êtes un client. Après votre service alors, en tant que citoyenne lyonnaise d'adoption donnant des conseils touristiques à un Parisien perdu ?» Malgré elle, Diane sourit. Il y avait quelque chose d'irrésistible dans l'assurance tranquille de cet homme, dans sa façon de la regarder comme si elle était la personne la plus importante du monde. « Je finis à 18h, dit-elle doucement. « Parfait, je vous attendrai devant l'hôtel. » Ce premier café au comptoir du 7e se transforma en promenade sur les quais de Saône, puis en dîner improvisé dans un petit bouchon du vieux Lyon. Sébastien découvrait une Diane spirituelle et cultivée, qui lisait Marguerite Duras et écoutait du jazz, loin du cliché de la femme de ménage sans éducation. Elle, de son côté, appréciait sa simplicité naturelle, sa façon de la traiter comme une égale malgré leurs différences sociales. « Vous me parlez de votre famille ?» demanda-t-elle en dégustant une quenelle aux écrevisses. Le visage de Sébastien s'assombrit légèrement. « Mon père et moi, c'est compliqué. Il dirige plusieurs entreprises dans le sud, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs. J'ai préféré m'installer à Paris pour exercer le droit, loin de SES affaires. » Quel genre d'affaires ? Import-export, immobilier, des secteurs où les méthodes ne sont pas toujours très orthodoxes. Diane hocha la tête. Elle comprenait les conflits familiaux. Elle qui n'avait jamais connu SES vrais parents. Et votre mère ? Élise, elle fait CE qu'elle peut, coincée entre nous deux. Elle aime mon père, mais elle voit bien que SES méthodes sont parfois discutables. Ils se revirent le lendemain, puis le surlendemain. Sébastien prolongea son séjour à Lyon, prétextant des négociations complexes avec SES clients. En réalité, il ne pouvait plus se passer de CES moments volés avec Diane, café en terrasse pendant sa pause déjeuner, promenade sur les pentes de la Croix-Rousse après son service, conversation qui s'étirait jusqu'à l'aube. Au bout d'1 semaine, l'évidence s'imposa. Il était tombé amoureux, profondément, irrémédiablement amoureux de cette femme qui nettoyait les chambres d'hôtel, mais parlait littérature avec une passion qui l'émouvait aux larmes. « Diane, » lui dit-il un soir, alors qu'il contemplait les lumières de la ville depuis la basilique de Fourvière, « je dois vous dire quelque chose. »« Quoi ?» Elle tourna vers lui, et ses yeux bruns pailletés d'or dans la lumière du couchant. « Je vous aime. » Elle ferma les yeux, comme pour mieux savourer ces mots qu'elle avait espéré entendre. « Moi aussi je vous aime, Sébastien. Mais quoi ? Nous venons de mondes si différents, votre famille, vos relations. Que penseront-ils de moi ?» Il prit ses mains dans les siennes. « Je me fiche de CE qu'ils penseront. Vous êtes la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Intelligente, sensible, authentique. Tous CE qui comptent vraiment. » Cette nuit-là, ils s'aimèrent pour la première fois dans le petit studio de Diane. Sous les toits de Lyon,
Sébastien découvrit un corps de porcelaine marqué par les boucles d'oreilles d'émeraude qui ne la quittaient jamais, même dans l'intimité. « Elles sont magnifiques », murmura-t-il en caressant les pierres précieuses. « Un héritage de famille. En quelque sorte, ma tante me les a données pour mes 16 ans. Elle disait qu'elles appartenaient à ma mère. Votre mère. Je suis orpheline. Enfin, je suppose. Je n'ai aucun souvenir d'avant mes 5 ans. Tante Corinne m'a élevée, mais elle a toujours été très évasive sur mes origines. » Sébastien resserra son étreinte. « Ça n'a pas d'importance. C'est eux qui comptent. C'est nous, maintenant. » Mais pendant qu'il s'endormait enlacé, Sébastien ne pouvait s'empêcher de penser à CES boucles d'oreilles. Il avait l'œil pour les bijoux, et celle-ci valait une fortune. Comment une orpheline d'Auvergne pouvait-elle posséder des émeraudes de cette qualité ? Le lendemain matin, son téléphone le réveilla brutalement. La voix de son père, Aurélien Monclerc, grésillait dans l'appareil avec cette autorité cassante qu'il connaissait bien. « Sébastien, il faut que tu rentres immédiatement à Avignon. Nous avons des problèmes. » « Quel genre de problème ? » ?»« Pas au téléphone. Prends le premier train. » Sébastien raccrocha, l'estomac noué. Quand son père employait ce ton, c'est que les ennuis étaient sérieux. Il se tourna vers Diane qui s'était réveillée et l'observait avec inquiétude. « Je dois partir, » dit-il en caressant son visage. « Mon père a besoin de moi. C'est grave. Je ne sais pas, mais je reviendrai. Promis. Attendez-moi. » Il l'embrassa tendrement, sans savoir qu'ils venaient de sceller leur destin dans une tragédie qui les dépassait tous les deux, car à cet instant précis, de l'autre côté de la ville, Philippe Delaunay rentrait d'Auvergne avec la terrible vérité sur l'identité de Diane et celle de son ravisseur. Aurélien Monclerc, le père de l'homme qu'elle aimait, Philippe Delaunay n'avait pas fermé l'œil depuis son retour de Saint-Flour. Les lettres de Maryse étaient étalées sur le bureau de sa suite, leurs mots d'amour et de désespoir gravés dans sa mémoire comme au fer rouge. À l'aube, il prit une décision qui allait changer le cours de tout. Il devait avoir la certitude absolue que Diane était bien sa fille. Il connaissait un laboratoire d'analyse médicale discret à Lyon, dirigé par le docteur Mercier, un ancien médecin militaire qui lui devait quelques services. À 8 heures précises, il l'appelait. « Paul, c'est Philippe Delaunay. J'ai besoin d'une analyse ADN en urgence, totalement confidentielle. » « Pas de problème, Philippe. Tu peux passer quand tu veux. » L'hôtel s'animait lentement. Philippe descendit au rez-de-chaussée et se posta discrètement près du bar. Attendant l'arrivée de Diane, elle apparut à 9 heures comme chaque matin, fraîche et souriante, malgré les cernes qui trahissaient une nuit agitée. Sans doute pensait-elle à Sébastien qui était parti précipitamment la veille. « Mademoiselle Morel. » Elle se retourna, surprise. « Oui, monsieur le colonel. J'aurais besoin d'un service particulier. Pourriez-vous nettoyer ma suite en priorité ? Matin, j'ai renversé des documents importants. Bien sûr, je monte tout de suite. » Philippe regagna sa chambre. Le cœur battant, il avait préparé son stratagème. Quelques cheveux de Diane sur sa brosse lui suffiraient pour l'analyse. En attendant qu'elle arrive, il sortit de sa mallette une petite enveloppe stérilisée et y glissa quelques-uns de ses propres cheveux. Diane frappa à la porte 10 minutes plus tard. « Colonel Delaunay, entrez s'il vous plaît. » Elle pénétra dans la suite avec son matériel, professionnelle malgré le trouble qu'elle ressentait toujours en présence de cet homme. Il y avait quelque chose dans son regard qui la mettait mal à l'aise. Une intensité douloureuse qu'elle n'arrivait pas à interpréter. « Les documents sont dans la salle de bain, » mentit Philippe. « J'ai fait tomber tout un dossier. » Diane se dirigea vers la salle de bain pendant que Philippe, feignant de ranger ses affaires, prélevait discrètement quelques cheveux blonds sur sa brosse à dents électrique qu'elle venait de nettoyer. Il glissa l'échantillon dans une seconde enveloppe, le cœur battant si fort qu'il craignait qu'elle l'entende. Il n'y a rien par terre. « Monsieur » dit Diane en ressortant de la salle de bain, perplexe. « Ah, j'ai dû déjà ramasser, excusez-moi. Je suis un peu distrait ce temps-ci. » Elle le regarda avec cette expression inquiète qu'elle avait parfois, comme si elle percevait sa détresse sans en comprendre la cause. « Monsieur le colonel, puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Hier, j'ai vu des photos sur votre bureau, cette femme. Elle me ressemble, non ?» Philippe faillit s'étrangler. « Vous avez regardé mes affaires personnelles ? Je ne voulais pas, mais c'était étalé et... » Elle rougit. « Qui est-ce ?» Il la dévisagea longuement, luttant contre l'envie de lui dire la vérité immédiatement,
Mais il devait d'abord avoir la confirmation scientifique. Une personne que j'ai beaucoup aimée et que j'ai perdue. Je suis désolée. Elle hésita. Elle portait les mêmes boucles d'oreilles que moi. Comment est-ce possible? Je l'ignore. C'est CE que j'essaie de découvrir. Diane hocha la tête et termina rapidement son travail. Quand elle fut partie, Philippe se précipita au laboratoire du docteur Mercier. 2 échantillons pour comparaison, dit-il en tendant les enveloppes. Combien de temps? 24 heures pour un résultat fiable. Tu veux me dire CE que tu cherches? Plus tard, Paul peut-être. Les 24 heures qui suivirent furent les plus longues de la vie de Philippe. Il arpentait sa suite comme un lion en cage, incapable de se concentrer sur autre chose que cette attente dévorante. Il observait Diane de loin quand elle travaillait dans l'hôtel, scrutant SS trait pour y déceler une ressemblance avec Maryse ou avec lui-même. Pendant ce temps, à 300 km de là, Corinne Marchetti sentait SS Force décliner plus rapidement que prévu, le cancer la rongeait, et la visite de Philippe avait épuisé ce dernière réserve d'énergie. Mais elle n'avait pas dit toute la vérité au colonel. Il y avait autre chose, quelque chose qu'elle devait révéler avant de mourir. Elle fouilla péniblement dans ses affaires et trouva le numéro de téléphone de l'hôtel colonial que Philippe lui avait laissé. « Allô, colonel Delaunay, c'est Corinne Marchetti. Madame Marchetti, comment allez-vous? » « Mal, très mal. Il faut que je vous dise quelque chose d'important. » Sur Diane. Philippe se redressa. « J'écoute. Elle ne sait rien de son passé, mais elle a parfois des cauchemars, des flashs de mémoire. Elle rêve d'une chapelle, d'une femme qui pleure, d'hommes qui crient. Je pense qu'elle a des souvenirs enfouis de cette nuit où Clairette l'a sauvée. Quoi d'autre? Il y a quelques années, elle a voulu faire des recherches sur sa famille biologique. J'ai réussi à l'en dissuader. Mais elle n'a jamais abandonné l'idée. Elle garde des coupures de journaux sur les disparitions non élucidées, les enfants retrouvés. Comme si une partie d'elle savait qu'il y avait un mystère. Philippe ferma les yeux. « Vous pensez qu'elle accepterait la vérité? Colonel ?» La voix de Corinne se fit plus faible. « Je ne vais pas tenir longtemps. Il faut qu'elle sache. Mais il faut aussi qu'Aurélien paye. Promettez-moi. Promettez-moi que vous la protégerez et que vous rendrez justice à Maryse. Je vous le promets. Une dernière chose. Élise Monclerc, la femme d'Aurélien, elle sait pour Diane, elle a toujours su. C'est elle qui a fourni les faux médicaments qui ont tué Clairette il y a 10 ans. Quand cette dernière a menacé de tout révéler, méfiez-vous d'elle. » La communication se coupa. Philippe rappela plusieurs fois, mais personne ne décrocha. Une angoisse sourde l'envahit. Corinne était peut-être en train de mourir à l'instant même. Emportant avec elle d'autres secrets, le lendemain matin, le téléphone le réveilla. Le docteur Mercier. « Philippe, j'ai les résultats. Et, paternité confirmée à 97%, cette femme est bien ta fille. » Philippe raccrocha, les jambes coupées. Diane était sa fille, fruit de son amour avec Maryse, élevée par une étrangère pendant 26 ans pendant qu'il la cherchait désespérément à travers le monde. Il descendit au rez-de-chaussée, cherchant Diane du regard. Il la trouva dans le petit salon adjacent au bar. Occupée à dépoussiérer des bibelots d'époque, elle portait une robe simple sous sa blouse de travail. Et dans cette lumière dorée du matin, la ressemblance avec Maryse était saisissante. « Diane !» Elle se retourna. « Oui, monsieur le colonel. Il faut que nous parlions. C'est très important. » Quelque chose dans sa voix la fit tressaillir. « Maintenant, mais je travaille. J'ai parlé à votre supérieur. Vous êtes libre pour la matinée. » Il l'emmena dans un café tranquille de la presqu'île, loin de l'hôtel et des oreilles indiscrètes. Ils s'installèrent dans un coin reculé, et Philippe sortit de sa mallette les lettres de Maryse et les résultats de l'analyse ADN. « Diane, c'est eux que je vais vous dire va bouleverser votre vie, mais vous avez le droit de connaître la vérité sur vos origines. » Elle le regardait, les yeux écarquillés, pressentant que sa vie allait basculer. La femme sur les photos s'appelait Maryse Chevalier. C'était ma fiancée. Elle a disparu en décembre 1998, la veille de notre mariage. Il posa devant elle la première lettre de Maryse à Corinne. Elle n'est pas partie volontairement. Elle a été enlevée par un homme qui l'aimait et qui l'a retenue prisonnière pendant des mois, pendant sa captivité. Elle a donné naissance à un enfant, notre enfant. Diane pâlit. Non, CE n'est pas possible. Si, Diane, vous êtes cet enfant, vous êtes ma fille. Il lui tendit les résultats de l'analyse ADN. Elle les lut
les mains tremblantes, puis leva vers lui des yeux emplis de larmes. « Maryse, ma mère, qu'est-ce qu'elle est devenue ?» Philippe prit une profonde inspiration. « Elle est morte 2 semaines après votre naissance, assassinée par l'homme qui l'avait enlevée, quand il a découvert qu'elle avait fait fuir son bébé pour le protéger. » Diane éclata en sanglots. « Non, non, CE n'est pas possible. Lisez ces lettres. Vous verrez comme elle vous aimait, comme elle a tout sacrifié pour vous sauver. » Pendant 1 heure, Diane lut les lettres de sa mère, pleurant à chaque ligne. Philippe respectait son silence, la regardant découvrir l'amour et le sacrifice de Maryse. Quand elle releva enfin la tête, son visage avait changé. Il y avait maintenant une détermination nouvelle dans ses yeux bruns. Cet homme, celui qui a tué ma mère, il est toujours vivant. Oui, il s'appelle Aurélien Moncler et Diane. Philippe hésita. « L'homme avec qui vous sortez, Sébastien, c'est son fils. » Le sang quitta le visage de Diane. « Quoi ? Je suis désolée. Je sais que vous l'aimez, mais... » « Il ne sait rien, » murmura-t-elle. « Sébastien ne sait rien des crimes de son père. Il me l'a dit, ils sont brouillés justement à cause de SES méthodes douteuses. » Philippe hocha la tête. « Peut-être, mais nous devons être prudents. Très prudents. Aurélien Moncler est un homme dangereux qui a déjà tué pour protéger SIS secret. » Diane essuya ses larmes et redressa les épaules. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous réunissons les preuves nécessaires pour le faire condamner. Votre mère a caché des documents compromettants, et nous devons nous méfier d'Élise, la femme d'Aurélien. Elle est complice. Et Sébastien ?» Philippe la regarda avec compassion. « Ça, ma fille, c'est à vous de décider. » La propriété des Moncler s'étendait sur plusieurs hectares, au pied du mont Ventoux, près d'Avignon, la Bastide du XVIIIe siècle. Restaurée avec goût, cachée sous son élégance provençale, les activités moins reluisantes de son propriétaire. Sébastien gara sa Porsche dans la cour pavée et poussa la porte d'entrée avec appréhension. « Papa ?» appela-t-il en traversant le hall aux tommettes anciennes. « Dans mon bureau. » Aurélien Moncler leva les yeux de ses dossiers quand son fils entra. À 58 ans, il avait conservé cette prestance qui en imposait dans les milieux d'affaires, cheveux argentés lissés en arrière, costume italien impeccable, regard perçant d'un bleu glacial. Seules ses mains trahissaient sa véritable nature. Des mains épaisses, aux ongles soignés mais qui avaient connu la violence. « Assieds-toi », dit-il sans préambule. « Nous avons un problème. » « De quel genre ?» Aurélien sortit d'un tiroir une série de photographies et les étala sur le bureau. Sébastien reconnut l'hôtel colonial de Lyon, puis son propre visage en compagnie de Diane dans diverses situations. Au café, sur les quais de Saône, devant la basilique de Fourvière. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» s'insurgea Sébastien. « Tu me fais suivre. Je te protège. Cette femme avec qui tu t'affiches, tu sais qui elle est. Elle s'appelle Diane Morel, elle travaille à l'hôtel, et ça ne te regarde pas. » Le visage d'Aurélien se durcit. « Diane Morel ?» Il répéta le nom comme s'il le goûtait. « Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à quelqu'un ?» Sébastien examina les photos plus attentivement. Il y avait effectivement quelque chose de familier dans les traits de Diane. « Mais quoi ? Elle porte des boucles d'oreilles très particulières ?» continua Aurélien. « Des émeraudes de Colombie serties dans de l'or blanc, uniques au monde. Et alors, il y a 26 ans, j'ai connu une femme qui portait exactement les mêmes bijoux. Une femme qui s'appelait Maryse Chevalier. Le nom ne disait rien à Sébastien, mais il voyait son père se crisper, ce mâchoire se serrer comme chaque fois qu'il évoquait un souvenir douloureux. Qui était cette Maryse ? Quelqu'un qui a failli détruire ma vie, quelqu'un que j'ai éliminé pour protéger notre famille. Sébastien se leva d'un bond. « Éliminé, papa, qu'est-ce que tu veux dire ? Rien que tu aies besoin de savoir. Mais cette Diane Morel n'est pas là par hasard. Quelqu'un tire les ficelles, quelqu'un qui veut nous nuire. Et toi, crétin, tu tombes dans le panneau en couchant avec elle. » La gifle partit avant que Sébastien ait eu le temps de réfléchir. Sa paume claqua contre la joue de son père avec un bruit sec qui résonna dans le silence du bureau. « Ne parle jamais de Diane sur ce ton, » gronda-t-il. « Jamais. » Aurélien porta la main à sa joue, plus stupéfait que douloureux. Jamais son fils ne l'avait frappé. « Tu ne comprends pas, Sébastien. Cette femme est dangereuse. Sa présence à Lyon, CES bijoux, c'est un piège. Un piège. Mais enfin, papa, tu délires. Diane est femme de ménage. Elle vient d'Auvergne. Elle n'a rien à voir avec tes histoires louches. »
Justement, Aurélien ouvrit son ordinateur et fit défiler des documents. Diane Morel, orpheline recueillie par Corinne Marchetti à Saint-Flour, pas d'acte de naissance avant 1999, pas d'antécédents familiaux. Tu ne trouves pas ça bizarre? Sébastien fronça les sourcils. C'était vrai que Diane était restée évasive sur son passé, mais de là à imaginer un complot, tu as fait enquêter sur elle. Évidemment. Et devine, c'est eux que j'ai découvert. Un colonel à la retraite, Philippe Delaunay, loge dans le même hôtel qu'elle. Il a passé sa carrière à chercher des informations sur la disparition de Maryse Chevalier. Il a même rencontré Corinne Marchetti il y a 2 jours. Le cœur de Sébastien se serra. Philippe Delaunay, ce nom me dit quelque chose. C'était le fiancé de Maryse, celui qui l'attendait pour l'épouser. Et tu penses qu'il... Je pense qu'il a retrouvé des informations compromettantes et qu'il utilise ta petite amie pour m'atteindre. Réfléchisse, Sébastien. Quelle coïncidence que tu tombes amoureux pile de cette fille-là, à ce moment-là. Sébastien se laissa tomber dans son fauteuil, l'esprit en ébullition. Était-il possible que Diane ne soit pas celle qu'elle prétendait être? Qu'elle l'ait manipulée depuis le début? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Demanda-t-il d'une voix blanche. Romps avec elle, immédiatement, et disparais quelques semaines, le temps que je règle ces problèmes. Le régler comment? Aurélien ne répondit pas, mais son silence était éloquent. Sébastien bondit sur ses pieds. Non, tu ne toucheras pas à Diane. Elle représente un danger pour notre famille, pour toi. C'est faux. Je la connais, papa. Elle est incapable de faire du mal à quiconque. Tu la connais depuis 1 semaine. Ça suffit pour savoir qu'on aime quelqu'un. Aurélien soupira et se dirigea vers le bar d'angle. Il se servit un whisky et en proposa un à son fils, qui refusa d'un geste. « Sébastien, il y a des choses dans mon passé que tu ne peux pas comprendre. Des erreurs, des excès. Mais tous ces que j'ai faits, c'était pour nous protéger, pour te protéger. Me protéger de quoi? De la vérité sur ces que je suis vraiment. » Aurélien but une longue gorgée. « J'ai bâti notre fortune sur des activités illégales. Trafic, chantage, élimination des gêneurs. J'avais 25 ans quand j'ai commencé, et je pensais que c'était temporaire. Mais on ne sort pas de ces milieux facilement. » Sébastien sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Tu es un criminel. Je suis un homme d'affaires qui utilise tous les moyens nécessaires. Et cette Maryse Chevalier, sa voix se durcit. Elle était au mauvais endroit au mauvais moment. Elle en savait trop. Tu l'as tuée. Ce n'était pas une question. » Sébastien lisait la réponse dans les yeux de son père. Elle ne me laissait pas le choix. Mon Dieu. Sébastien recula vers la porte. Tu es un monstre. Je suis ton père. Et si cette Diane Morel est bien ce que je pense, elle est cela pour me faire payer. Ce qui signifie qu'elle te ment depuis le début. Je ne te crois pas. Alors prouve-le. Retourne à Lyon. Confronte-la. Demande-lui qui elle est vraiment. Pendant ces temps, à Lyon, Diane avait repris son travail comme si de rien n'était. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Savoir que sa mère avait été assassinée, que son père était ce colonel aux yeux tristes, qui la regardait avec tant d'amour, tout son monde s'était écroulé en une matinée. Philippe, de son côté, élaborait un plan. Il fallait récupérer les preuves que Maryse avait cachées près d'Avignon, mais aussi s'assurer que Diane ne courait aucun risque. Car maintenant qu'Aurélien savait qu'on le cherchait, il ne reculerait devant rien pour protéger SES secret. « Diane », lui dit-il, quand ils se retrouvèrent dans sa suite après le service. « Nous devons être très prudents. Aurélien Moncler a déjà tué pour se protéger. Il n'hésitera pas à recommencer. Je sais, mais nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer. Pas après CE qu'il a fait à maman. Non, mais nous devons être intelligents. » Philippe sortit une carte de la région d'Avignon. « Votre mère a caché des documents près de Saint-Maximin, derrière l'église. Si nous les récupérons, nous aurons de quoi le faire condamner. Quand partons-nous? Nous ne partons pas. J'y vais seule. C'est trop dangereux pour vous. » « Non. » Diane se leva d'un bond. « C'est ma mère qui est morte. C'est mon combat aussi. Et c'est aussi votre vie qui est en danger. Votre mère est morte pour vous protéger. Je ne laisserai pas son sacrifice être vain. » Diane allait protester quand on frappa à la porte. Philippe fronça les sourcils. Il n'attendait personne. Qui est-ce? Sébastien Moncler. Il faut que je voie Diane. Diane et Philippe échangèrent un regard terrifié.
Comment Sébastien avait-il su qu'elle était ici ? Il sait, murmura Philippe. Son père lui a dit « Non, Sébastien n'est pas comme lui. Il ne ferait jamais de mal à personne. » « Diane, » répéta la voix derrière la porte. « Je sais que vous êtes là. Ouvrez, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. » Diane se dirigea vers la porte, mais Philippe la retint par le bras. « Ne lui faites pas confiance. Pas maintenant. C'est l'homme que j'aime. C'est le fils de l'assassin de votre mère. » Diane hésita, déchirée entre l'amour et la prudence. Finalement, elle entr'ouvrit la porte. Laissant la chaîne de sécurité, Sébastien, il était là, le visage défait, les yeux rougis. « Diane, qui êtes-vous vraiment ?» Elle sentit son cœur se briser. « Qu'est-ce que votre père vous a dit ? Que vous me mentiez depuis le début, que vous n'étiez pas celle que vous prétendez être ? » « C'est vrai. » Elle ôta la chaîne et ouvrit la porte en grand. « Je ne suis pas celle que je prétendais être, mais pas pour les raisons que croit votre père. » Sébastien entra dans la suite et découvrit Philippe, les lettres de Maryse encore étalées sur la table. « Eh, mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est vrai, tout est vrai. » Diane hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je viens d'apprendre qui j'étais vraiment, qui était ma mère, et qui l'a tuée. » Sébastien s'effondra dans un fauteuil, accablé par le poids de la révélation. La femme qu'il aimait était la fille de celle que son père avait assassinée. Le destin jouait avec eux de la manière la plus cruelle qui soit. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Philippe prit la parole. « Vous choisissez votre camp. Jeune homme, celui de la justice, ou celui du crime. » Le bureau de Sébastien à Paris n'avait jamais paru si froid et impersonnel. 2 jours s'étaient écoulés depuis les révélations de Lyon, et il n'arrivait pas à se concentrer sur ce dossier. Les mots de Diane résonnaient sans cesse dans sa tête. « Votre père a assassiné ma mère. Comment continuer à vivre normalement quand on découvrait que l'homme qui vous a élevé était un meurtrier ? » Il avait quitté l'hôtel sans un mot, incapable d'affronter le regard brisé de Diane. Philippe Delaunay avait raison. Il devait choisir son camp. Mais comment trahir son propre père, même s'il était coupable d'atrocités ? Son téléphone vibra. Un message de Diane. « Sébastien, je comprends votre confusion. Prenez le temps qu'il vous faut, mais sachez que je vous aime. » Malgré tout, ces quelques mots lui brisèrent le cœur. Malgré tout, ce qu'elle venait d'apprendre, malgré l'horreur de la situation, elle l'aimait encore. Comment une femme pouvait-elle avoir tant de générosité ? Il prit une décision impulsive. Il fallait qu'il sache, qu'il ait des preuves tangibles de la culpabilité de son père avant de prendre parti. Il connaissait suffisamment Aurélien pour savoir où chercher. Dans le coffre-fort blindé de la Bastide, celui où il gardait ceux documents les plus sensibles, le trajet jusqu'en Provence lui parut interminable. Arrivé à la propriété familiale vers minuit, il constata que son père n'était pas là. Sa voiture n'était pas dans la cour. Parfait. Sébastien avait gardé ses clés et connaissait la combinaison du coffre depuis son adolescence. 140998, la date de naissance de sa mère. Le bureau d'Aurélien était plongé dans l'obscurité. Sébastien alluma sa lampe de téléphone et se dirigea vers le tableau qui dissimulait le coffre. Ses doigts tremblaient en composant la combinaison. Un déclic, et la lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, des liasses de billets, des passeports au nom de différentes identités, des clés USB, et surtout, un épais dossier marqué MC 1998. Maryse Chevalier. Sébastien s'empara du dossier et l'ouvrit sous le faisceau de sa lampe. CE qu'il découvrit lui souleva le cœur. Des photos de Maryse prises à son insu, des relevés détaillés de ses habitudes, de ses horaires, de ses trajets, un véritable dossier de traque. Et puis, des clichés plus sordides, Maryse enchaînée dans ceux qui ressemblaient à une cave, le visage tuméfié, les yeux terrifiés. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il continua à feuilleter, découvrant des rapports médicaux attestant de la grossesse de Maryse, des notes manuscrites d'Aurélien détaillant SES, séance de persuasion, et enfin, le pire, des photos du cadavre de la jeune femme. Une balle dans la tête, gisant dans CE qui semblait être une chapelle abandonnée, Sébastien dut s'appuyer contre le mur pour ne pas vomir. Son père n'était pas qu'un criminel, c'était un sadique, un monstre qui avait torturé une innocente pendant des mois, avant de l'exécuter de sang-froid. « Tu cherchais quelque chose, mon fils.
Sébastien sursauta. Aurélien se tenait dans l'encadrement de la porte, sa silhouette découpée par la lumière du couloir. Il portait encore son costume de soirée. Il revenait sans doute d'un de ces dîners d'affaires. « Papa !» Sébastien referma le dossier, mais c'était trop tard. « J'espère que tu as trouvé CE que tu cherchais. » Aurélien entra dans le bureau et alluma les lumières. « Alors, qu'est-ce que tu penses de mes méthodes ? Tu l'as torturé ? Pendant des mois. Je l'ai aimé, à ma façon. Tu l'as violé, » explosa Sébastien. « Tu l'as séquestré, maltraité, tué. » Aurélien haussa les épaules avec un détachement glacial. Elle ne voulait pas comprendre qu'on était faits l'un pour l'autre. Parfois, l'amour nécessite de la fermeté. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'obsession maladive. Et toi, mon fils ? Aurélien s'approcha, l'œil mauvais. Tu n'es pas obsédé par sa fille. Tu ne trouves pas troublant que tu sois tombé amoureux de quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait ? Sébastien recula, dégoûté. Diane n'a rien à voir avec tes perversions. Diane. Aurélien savoura le prénom. Tu sais qu'elle porte les boucles d'oreilles que j'avais offertes à sa mère, celles que j'ai récupérées sur son cadavre. Quoi ? Les émeraudes appartenaient à Maryse, quand elle est morte. Je les ai données à Clairette, en guise de prime pour ses bons services. La petite idiote a dû les emporter quand elle a fui avec le bébé. Sébastien sentit sa vision se troubler. Clairette, celle qui a sauvé Diane, celle que j'ai fait éliminer il y a 10 ans quand elle a commencé à faire du chantage, Élise s'en est chargée très proprement. Un cocktail de médicaments qui a simulé un arrêt cardiaque. Élise aussi. Sébastien ne reconnaissait plus rien de sa famille. Maman est complice. Ta mère m'aime. Elle accepte mes défauts. Tes défauts. Sébastien éclata d'un rire hystérique. Tu appelles ça des défauts ? Aurélien s'assit derrière son bureau avec un calme inquiétant. Appelle ça comme tu veux. Le fait est que cette histoire va bientôt se terminer. Philippe Delaunay et sa protégée ont commis une erreur en se montrant « Je sais maintenant où les frapper. Tu ne toucheras pas à Diane. Je ferai CE qui est nécessaire pour protéger notre famille. » Notre famille ? Sébastien jeta le dossier sur le bureau. Quelle famille ? Celle du violeur et de la complice ? Je n'ai plus de famille. Il se dirigea vers la porte, mais Aurélien le rappela. Sébastien, si tu sors d'ici, si tu essaies de me nuire, tu seras complice. Complice de quoi ? Tu crois que tes études de droit, ton cabinet, tes clients prestigieux, tout ça a été financé comment ? Avec de l'argent sale, mon fils. Tu vis dans le crime depuis 32 ans sans le savoir. Sébastien s'arrêta net. Tu mens. Vérifie donc tes comptes bancaires. Tous les virements viennent de sociétés offshore liées à mes activités. Légalement, tu es mon complice depuis des années. Le monde de Sébastien s'effondrait définitivement. Non seulement son père était un monstre, mais lui-même était involontairement devenu complice de SES Crime. Il chancela et dut s'appuyer contre le montant de la porte. Tu m'as piégé. Je t'ai protégé. Et maintenant, nous allons régler ce problème ensemble, père et fils unis, face à l'adversité. Jamais. Sébastien sortit du bureau et monta dans sa chambre d'enfant. Il s'effondra sur le lit et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis la mort de son grand-père. Tout était pourri, souillé, détruit. Comment regarder Diane en face, en sachant qu'il était financièrement complice des crimes de son père ? Son téléphone sonna. Élise ? Sébastien, où es-tu ? À la maison. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Si c'est pour me convaincre d'aider papa dans ce projet criminel, c'est non. Un long silence. Puis la voix d'Élise, plus grave. Retrouve-moi au café de la Grand Place à Avignon dans 1 heure. Viens seul. Pourquoi ? Parce que ton père prépare quelque chose d'horrible et que cette fois, je ne peux pas le laisser faire. Elle raccrocha. Sébastien resta prostré quelques minutes, puis se redressa. Il devait savoir. Il devait tout savoir avant de prendre sa décision définitive. Le café était presque désert à cette heure tardive. Élise l'attendait dans un coin, le visage creusé par l'angoisse. À 53 ans, elle gardait une beauté fragile que les épreuves avaient marquée sans l'altérer. Mais ce soir, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Maman », elle leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Mon chéri, j'aurais voulu que tu ne découvres jamais la vérité. Depuis combien de temps tu sais ? Pour Maryse, depuis le début, j'étais là quand il l'a ramenée à la propriété. J'ai vu cette pauvre fille enchaînée, terrorisée. Et tu n'as rien fait. J'ai essayé. J'ai menacé de partir, d'appeler la police.
Mais Aurélien m'a dit qu'il nous tuerait tous les deux si je parlais. Et puis, elle baissa la tête. J'étais enceinte de toi. Je ne pouvais pas vous exposer au danger. Sébastien prit les mains de sa mère dans les siennes. Maman, Clairette, c'est vrai que tu l'as tuée. Élise éclata en sanglots. Elle allait tout révéler. Elle menaçait de raconter à la presse CE qui était arrivé à Maryse. Aurélien voulait l'abattre comme un chien, mais j'ai proposé une solution plus discrète. Tu as empoisonné une innocente. J'ai sauvé notre famille. Elle se reprit, essuya ses larmes. Mais aujourd'hui, c'est différent, cette Diane. C'est l'enfant de Maryse. Elle ne mérite pas de payer pour les crimes de son père. Et toi, tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Sébastien hocha la tête. Plus que ma propre vie. Alors aide-moi à la sauver. Ton père a l'intention de la tuer. Ainsi que CE Philippe Delaunay, il compte s'en débarrasser dans les prochains jours. Comment? Il a découvert qu'il cherche des preuves cachées par Maryse près de Saint-Maximin. Il tend un piège. Quand ils viendront les récupérer, ceux hommes les abattront, après quoi il maquillera leur mort en règlement de compte entre trafiquants. Sébastien serra les poings. Il faut les prévenir. Oui, et il faut que nous réunissions nous-mêmes ces preuves avant qu'Aurélien ne les détruise. Tu sais où elles sont? Élise sortit de son sac un carnet relié de cuir rouge. Le journal intime de Maryse. Je l'avais récupéré après sa mort. Elle y décrit précisément l'endroit où elle a caché les documents. Sébastien prit le carnet avec respect. La couverture portait encore les traces d'une vie brutalement interrompue. « Pourquoi tu me donnes ça maintenant ? Parce que j'en ai assez d'être complice. Parce que je veux que mon fils puisse aimer sans porter le poids de nos crimes. » Élise se leva et posa un baiser sur le front de Sébastien. « Sauve-la, mon chéri. Sauve-la et sauve-toi. » Elle sortit du café, laissant Sébastien seul avec le journal de Maryse et le poids de sa décision. Il n'avait plus le choix. Il devait choisir entre son père et la justice, entre le mensonge et l'amour. Il ouvrit son téléphone et composa le numéro de Diane. Le téléphone de Diane vibra à 3h du matin. Elle dormait dans sa chambre d'hôtel. Philippe avait insisté pour qu'elle quitte son studio, trop exposée, quand l'appel de Sébastien la réveilla en sursaut. « Sébastien. Diane, il faut que vous partiez. Maintenant, mon père sait où vous êtes, et il arrive avec ce homme. » Elle se redressa dans son lit, instantanément réveillée par la panique dans sa voix. « Comment ça? Il arrive. J'expliquerai plus tard. Réveillez le colonel Delaunay et fuyez immédiatement. Ne prenez pas vos affaires. Ne passez pas par la réception. Sortez par l'issue de secours. Sébastien, où êtes-vous? En route pour Lyon, Diane. Je sais tout maintenant. Les preuves de sa culpabilité, l'endroit où votre mère a caché les documents. Tout. » Diane enfila rapidement un jean et un pull. « Retrouvons-nous quelque part. C'est trop dangereux. Mon père me fait suivre. Alors comment? Écoutez-moi bien. Il y a une aire de repos sur L à Seven, entre Valence et Montélimar, le parking des routiers. Rendez-vous là-bas à midi. Venez avec le colonel. Mais méfiez-vous de tout le monde. » La communication se coupa. Diane se précipita vers la chambre de Philippe et tambourina contre la porte. « Colonel! Colonel Delaunay !» Philippe ouvrit, en caleçon et maillot de corps. L'œil encore embué de sommeil mais déjà alerte. « Qu'est-ce qui se passe? Sébastien vient d'appeler. Son père arrive avec ce homme. Il faut partir. » Philippe n'hésita pas une seconde. « Prenez vos papiers et rien d'autre. Je vous retrouve à la voiture dans 2 minutes. » Ils dévalèrent l'escalier de secours et gagnèrent le parking souterrain où Philippe avait garé sa Peugeot de location. Alors qu'ils sortèrent de l'hôtel, ils aperçurent 3 voitures noires qui remontèrent la rue à vive allure. « Ils arrivent », murmura Philippe en démarrant. « On l'a échappé belle. » Il prit la direction de l'autoroute du Sud, respectant scrupuleusement les limitations de vitesse pour ne pas attirer l'attention. Diane lui raconta l'appel de Sébastien. SES révélation sur les preuves détenues par son père. « Il peut nous aider », dit-elle. « Il a choisi notre camp. » Philippe resta sceptique. Ou c'est exactement CE qu'Aurélien veut nous faire croire? CE, rendez-vous sur l'aire de repos? Ça ressemble à un piège. Non, Sébastien m'aime. Il ne me ferait jamais de mal. Et son père aimait votre mère aussi, à sa façon. Diane se tut, troublée par cette comparaison. Était-elle en train de reproduire le schéma de sa mère, tomber amoureuse d'un homme qui la trahirait au final,
Ils roulèrent en silence pendant 2 heures, s'arrêtant dans une station-service pour faire le plein et acheter des sandwichs. Philippe consultait régulièrement son rétroviseur, mais personne ne semblait les suivre. À 11h30, ils arrivèrent sur l'aire de repos, un endroit glauque, avec des sanitaires douteux et des distributeurs de boissons hors d'âge. Quelques routiers somnolèrent dans leur cabine. Mais l'endroit était relativement désert. Philippe gara la voiture à l'écart et coupa le moteur. S'il y a le moindre problème, vous courez vers CES Camion et vous appelez au secours. Compris. Diane hocha la tête. Au loin, sur l'autoroute, les voitures filaient vers le sud dans un grondement continu. Elle scrutait chaque véhicule qui s'engageait sur l'aire, espérant et redoutant à la fois l'arrivée de Sébastien. À midi pile, une Porsche rouge s'arrêta près de l'entrée. Sébastien en sortit, seul, tenant une sacoche de cuir. Il regarda autour de lui, visiblement nerveux, puis s'avança vers leur voiture. Diane sortit la première et courut vers lui. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui comme s'il voulait la protéger du monde entier. « Mon Dieu, Diane, j'ai eu si peur qu'il vous arrive quelque chose. Que se passe-t-il? Où est votre père? » Parti vers Saint-Maximin avec une équipe d'hommes armés. Il pense que vous allez récupérer les preuves cet après-midi. Philippe les rejoignit, méfiant. Comment savez-vous où nous devions aller? Nous n'en avions parlé à personne. Sébastien ouvrit sa sacoche et en sortit le journal de Maryse. Grâce à ça, ma mère me l'a donné. Votre fiancée y décrit précisément l'endroit où elle a caché les documents. Philippe prit le carnet avec des mains tremblantes. La couverture de cuir rouge était celle qu'il avait offerte à Maryse pour ce 23 ans. Il l'ouvrit et reconnut immédiatement son écriture fine et penchée. « C'est bien son journal », murmura-t-il, ému aux larmes. « Comment l'avez-vous eu? Ma mère l'avait récupéré après sa mort. Elle l'a gardé pendant 26 ans, rongée par la culpabilité. » Sébastien raconta sa découverte du coffre-fort, sa confrontation avec Aurélien, sa rencontre avec Élise. Philippe l'écoutait avec une attention soutenue, jaugeant la sincérité du jeune homme. « Votre mère est complice du meurtre de Clairette, » dit-il finalement. « Je sais, elle le regrette, mais elle sait qu'elle ne pourra jamais racheter ça. C'est pour ça qu'elle veut nous aider maintenant. » Philippe feuilleta le journal et tomba sur la page qu'il cherchait. L'écriture de Maryse tremblait légèrement, trahissant son épuisement et sa peur. « 15 août 1999. Je sens que la fin approche. Aurélien devient de plus en plus violent depuis qu'il a découvert ma grossesse. Il pense que l'enfant est de lui, mais je sais que c'est celui de Philippe, mon bébé d'amour. Fruit de notre dernière nuit ensemble, j'ai réussi à convaincre Clairette de m'aider. Demain, elle emmènera l'enfant chez ma sœur Corinne. J'ai préparé un paquet avec des documents qui prouvent les crimes d'Aurélien, photos de SES Trafic, enregistrements de conversations, comptes bancaires, tout ce qu'il faut pour l'envoyer en prison à vie. Je vais cacher ce paquet derrière l'église de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, sous le gros chêne qui se dresse près du cimetière. Il y a une anfractuosité dans les racines, côté sud. Si quelque chose m'arrive, au moins la justice pourra être rendue un jour. Philippe, mon amour, si tu lis ce ligne un jour, sache que je t'ai aimé jusqu'à mon dernier souffle. Prends soin de notre enfant. Dis-lui que sa maman a donné sa vie pour la protéger. Philippe referma le journal, les yeux noyés de larmes. Diane et Sébastien respectèrent son émotion. Comprenant la douleur de cet homme qui retrouvait les derniers mots de celle qu'il avait aimée, « Nous devons aller chercher CES preuves », dit finalement Philippe, « avant qu'Aurélien ne les trouve et les détruise. »« C'est un piège », objecta Sébastien. « Il vous attend là-bas avec ces hommes. Alors nous arriverons avant lui. Nous avons une longueur d'avance. » Non, Sébastien se planta devant eux. « Je connais mon père. Il a déjà pensé à ça. Il a envoyé ses hommes hier soir pour surveiller les lieux. Dès que vous approchez, ils vous abattront. » Diane prit la parole. « Alors que proposez-vous? Nous devons être plus malins, créer une diversion pour l'éloigner de Saint-Maximin. » Philippe réfléchit rapidement. « Quel genre de diversion? Moi ?» Sébastien se redressa. « Je vais lui dire que j'ai changé d'avis, que je veux l'aider à vous éliminer. Je lui donnerai de fausses informations sur votre position. Pendant qu'il courra après des fantômes, vous pourrez récupérer les preuves. C'est trop dangereux pour vous, » protesta Diane. « S'il découvre que vous le trompez, il me tuera, je sais.
Mais c'est le seul moyen. Philippe étudiait le jeune homme avec un respect nouveau. Il fallait du courage pour trahir son propre père, même un père criminel. « D'accord », dit-il finalement, « mais nous devons coordonner nos actions aux minutes près. » Ils élaborèrent un plan précis. Sébastien appellerait son père à 14 heures pour lui dire que Philippe et Diane se dirigeaient vers Marseille, qu'ils avaient abandonné l'idée de récupérer les preuves. Pendant qu'Aurélien enverrait SES hommes vers Marseille, Philippe et Diane fileraient vers Saint-Maximin. Une fois que vous aurez les documents, rendez-vous directement au commissariat d'Avignon, dit Sébastien. Demandez l'inspecteur Moreau. C'est un ami. Il vous écoutera. Et vous ? Demanda Diane, inquiète. Je trouverai un moyen de m'en sortir. Elle l'embrassa avec passion, comme si c'était la dernière fois. Je vous aime, Sébastien. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que je vous aime. Moi aussi, je vous aime, plus que ma propre vie. Ils se séparèrent à contre-cœur. Sébastien remonta dans sa Porsche et prit la direction d'Avignon, tandis que Philippe et Diane attendaient dans leur voiture que l'heure H arrive. À 14 heures précises, le téléphone de Sébastien sonna. Aurélien. « Alors, mon fils, tu as réfléchi. »« Oui, papa, tu avais raison. Cette femme m'a manipulé depuis le début. Je veux t'aider à régler ces problèmes. »« Parfait. Où sont-ils ? » ?»« En route vers Marseille. » Ils ont renoncé à chercher les preuves. Delaunay pense que c'est trop risqué. Ils vont prendre un volume pour l'étranger. Un silence. Aurélien réfléchissait. « Tu es sûr de tes informations ? » « Certain. Diane me l'a dit elle-même avant de raccrocher. » Elle avait l'air paniquée. « Bien. Mes hommes vont les intercepter sur elle, à Seven. Le problème sera réglé avant CE soir. »« Papa. »« Oui. J'aimerais assister à l'opération pour être sûr qu'elle ne souffrira pas inutilement. Malgré tout, j'ai eu des sentiments pour elle. »« Bien sûr, mon fils. Retrouve-moi à la sortie de Salon de Provence dans 1 heure. » Sébastien raccrocha, l'estomac noué. Il venait de condamner son père. Dans quelques heures, Aurélien découvrirait la supercherie, mais CE serait trop tard. Les preuves seraient entre les mains de la police, et justice serait enfin rendue. Il prit la direction de Salon de Provence, ignorant que dans une voiture garée au bout du parking, Élise Monclerc l'observait avec des jumelles. Elle avait tout entendu de sa conversation téléphonique, et maintenant, elle devait faire un choix, protéger son mari ou sauver son fils. La chapelle Saint-Laurent se dressait dans la lumière dorée du couchant, ce pierre séculaire témoin silencieux de tant de drames humains. Philippe et Diane avaient réussi à récupérer les preuves cachées par Maryse. Une boîte métallique contenant photos, enregistrements et documents bancaires accablants pour Aurélien Monclerc. Mais leur victoire avait tourné au cauchemar, en ressortant du cimetière de Saint-Maximin. Ils avaient trouvé leur voiture entourée d'hommes en armes. Aurélien était là, le visage déformé par une rage froide, tenant Sébastien en joue avec un pistolet. « Alors, colonel, » avait-il dit d'une voix coupante, « vous pensiez vraiment que mon propre fils pourrait me tromper sans que je m'en aperçoive. Maintenant, 2 heures plus tard, ils étaient tous les 3 agenouillés dans cette chapelle abandonnée où Maryse avait rendu son dernier souffle 26 ans plus tôt. Aurélien arpentait l'allée centrale, son arme à la main, savourant sa vengeance. « Savez-vous pourquoi j'ai choisi cet endroit ?» demanda-t-il à Philippe. « C'est ici que j'ai tué votre putain de fiancée. Ici même, devant cet hôtel, elle a supplié pour la vie de son bâtard jusqu'à la fin. » Philippe serrait les poings, luttant contre l'envie de se jeter sur ces monstres. Mais 3 hommes armés gardèrent les sorties, et la moindre tentative d'évasion signerait leur arrêt de mort à tous. « Tu es fou, papa, » dit Sébastien d'une voix tremblante. « Libère-les. C'est moi qui t'ai trahi, pas eux. Toi. » Aurélien éclata d'un rire glacial. « Tu n'es qu'un gamin naïf qui croit encore au bien et au mal. Non, mon fils, c'est cette petite garce qui t'a corrompu, exactement comme sa mère a failli me corrompre. » Il s'approcha de Diane et caressa sa joue d'un geste obscène. « Regarde-moi ces yeux. Cette peau, tu es le portrait craché de Maryse à ton âge. Quand je t'ai vu sur les photos de surveillance, j'ai cru revoir un fantôme. Ne la touchez pas, » gronda Philippe. « Ah, le père protecteur. » Aurélien recula d'un pas. « 26 ans à chercher votre bien-aimé. Et finalement vous retrouvez votre fille. Touchant, vraiment touchant.
Dommage que CES retrouvailles soit si brève. À cet instant, un bruit de moteur retentit à l'extérieur. Une voiture qui s'arrêtait dans un crissement de gravier. Aurélien fronça les sourcils et fit signe à l'un de ces hommes d'aller vérifier. « Na patron !» dit le sbire en revenant. « C'est votre femme. Elle veut vous parler. Élise, qu'est-ce qu'elle fout là ?» Élise Monclerc entra dans la chapelle, pâle mais déterminée. Elle portait un manteau noir qui lui donnait l'allure d'une veuve, et ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. « Aurélien, arrête ça maintenant. Élise, retourne à la voiture, ça ne te concerne pas. »« Si, ça me concerne. » Elle s'avança vers lui, ignorant les armes pointées sur elle. « Notre fils est là. Tu vas tuer notre fils. »« Je ne vais pas le tuer. Je vais le sauver. De cette femme, de cette obsession malsaine, de cette malédiction qui s'acharne sur notre famille. » Élise secoua la tête avec désespoir. « Tu ne vois donc pas que c'est toi, la malédiction, que c'est toi qui détruis tous ceux que tu touches. » Le visage d'Aurélien se durcit. « Fais attention à ceux que tu dis, ma chérie. Ou quoi? Tu me tueras moi aussi, comme tu as tué Maryse, comme tu as fait tuer Clairette. Clairette, c'est toi qui l'as tuée. Sur tes ordres, toujours sur tes ordres. » Élise éclata en sanglots. « J'en ai assez, Aurélien, assez de vivre dans la peur, dans la culpabilité, dans le mensonge. » Elle sortit quelque chose de son manteau, un revolver, le même que celui d'Aurélien. « Élise, qu'est-ce que tu fais? Ce que j'aurais dû faire il y a 26 ans, te arrêter avant que tu ne détruises d'autres vies. » Aurélien éclata de rire, mais un rire nerveux cette fois. « Tu ne tireras pas, tu m'aimes, tu l'as toujours dit. Je t'ai aimé, oui, mais j'aime mon fils plus que toi et cet enfant. » Elle regarda Diane avec compassion. « Cet enfant mérite de vivre. Sa mère est morte pour la sauver. Je ne la laisserai pas mourir à cause de nous. »« Maman, non, » cria Sébastien. « Ne fais pas ça. » Mais Élise n'écoutait plus. Toutes les années de complicité silencieuse, de culpabilité rongée, de nuits blanches à pleurer sur les victimes de son mari, tout remontait d'un coup. « Aurélien, » dit-elle d'une voix étrangement calme, « tu sais ce que j'ai découvert il y a 10 ans dans tes affaires personnelles. »« Quoi? Une photo de notre fille? Notre vraie fille, celle que j'ai perdue à la naissance, et dont tu m'as dit qu'elle était mort-née. » Le sang quitta le visage d'Aurélien. « Élise, elle était vivante. Tu l'as donnée à un orphelinat pour qu'elle ne nous encombre pas, parce que tu ne voulais pas d'enfant à cette époque, parce que ça gênait tes affaires. » Sébastien regardait sa mère avec horreur. « J'avais une sœur qui est morte à 3 ans dans un accident de voiture, abandonnée de tous, pendant que nous élevions un fils adoptif sans même le savoir. » Cette révélation frappa Sébastien comme un coup de massue. Il n'était même pas leur fils biologique. Toute sa vie n'était qu'un mensonge de plus. « Tu es fou, » murmura Élise en pointant l'arme sur Aurélien. « Tu as toujours été fou. Et moi, j'ai été folle de t'aimer. »« Élise, pose cette arme. » »« Non. » Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Libère-les maintenant. » Aurélien hésita une seconde, puis leva son pistolet vers sa femme. « Je suis désolé, ma chérie, mais tu en sais trop. »« Maman !» hurla Sébastien. 2 coups de feu claquèrent simultanément dans le silence de la chapelle. Aurélien s'effondra, touché à la poitrine. Élise vacilla, une tache rouge s'élargissant sur son manteau noir, mais elle restait debout. « Courez !» cria-t-elle. « Tous !» Maintenant, les hommes d'Aurélien, pris de panique, hésitaient entre venger leur patron et sauver leur peau. Philippe profita de la confusion pour se jeter sur l'un d'eux et lui arracher son arme. Un combat s'engagea, violent et chaotique. Sébastien rampa vers son père adoptif qui gisait sur les dalles de pierre. Aurélien respirait encore, mais ses yeux se voilaient déjà. « Papa, pourquoi? Pourquoi tout ça ?» Aurélien ouvrit la bouche, du sang coulant sur ses lèvres. « Parce que j'ai aimé une femme qui ne m'aimait pas, et ça m'a rendu fou. » Il toussa, projetant des gouttelettes écarlates. « Sébastien, tu n'es pas mon fils de sang, mais tu es le seul bien que j'ai jamais fait. Papa, pardonne-moi. » Aurélien Monclerc rendit son dernier souffle, les yeux fixés sur le plafond voûté de la chapelle, où tant de prières avaient été adressées au ciel. Philippe avait réussi à maîtriser les hommes de main, aidé par Diane, qui s'était emparée d'une arme. Les 3 sbires fuyaient maintenant vers leur voiture, abandonnant leur patron mort.
Élise s'effondra à son tour, touchée au ventre. Sébastien se précipita vers elle. « Maman, tiens bon, je vais appeler les secours. »« Non. » Elle lui caressa le visage d'une main ensanglantée. « C'est fini, mon chéri. Pour moi, c'est fini. Ne dis pas ça. Écoute-moi. » Sa voix faiblissait. « Tu n'es peut-être pas notre fils biologique, mais tu es l'homme le plus bien que je connaisse. Ne laisse pas nos crimes gâcher ta vie. » Elle tourna son regard vers Diane qui s'approchait, les larmes aux yeux. « Petite, pardonne-moi. Pour ta mère, pour Clairette, je n'ai pas su les protéger. C'est fini maintenant, » murmura Diane en prenant la main d'Élise. « Justice est rendue. Sébastien, aime-la, comme ton père n'a jamais su aimer personne. » Élise Moncler ferma les yeux et rejoignit son mari dans la mort, libérée enfin du poids de ses fautes. Philippe s'agenouilla près de Diane et de Sébastien. « Il faut partir. La police va arriver. » Mais comme il se relevait, Philippe vacilla. Dans la confusion du combat, il avait été touché par une balle perdue. Du sang coulait de son épaule gauche, tachant sa chemise. « Papa » s'écria Diane en le soutenant. « Ce n'est rien. Juste l'épaule. » Mais Philippe sentait ses forces l'abandonner. La blessure était plus grave qu'il ne voulait l'admettre. Il s'assit lourdement sur un banc de pierre. « Diane, ma fille, ne parlez pas, gardez vos forces. »« Non, écoute-moi. » Il sortit de sa veste les lettres de Maryse, miraculeusement préservées. « Elles sont à toi maintenant. Les derniers mots de ta mère. Lis-les, et souviens-toi qu'elle t'a aimé plus que sa propre vie. » Ses mains tremblantes caressèrent le visage de Diane. « Et moi aussi, je t'aime, ma petite fille. Pardonne-moi de ne pas avoir su te protéger plus tôt. Papa. » Philippe Delaunay s'affaissa dans les bras de sa fille. Ayant enfin trouvé la paix après 26 ans de recherches douloureuses, il avait retrouvé Maryse à travers Diane, et justice avait été rendue à sa bien-aimée. Dans la chapelle silencieuse, au milieu des corps et des larmes, l'amour avait triomphé de la haine. Mais à quel prix, 6 mois plus tard, le cimetière du Père-Lachaise se parait des couleurs tendres du printemps. Les marronniers bourgeonnaient et une brise douce faisait danser les premières feuilles sur les allées pavées, Diane Morel. Elle avait gardé le nom de celle qu'il avait élevée par respect pour Corinne. Marchait lentement entre les tombes, un bouquet de lys blanc à la main. Elle s'arrêta devant 2 pierres tombales, côte à côte, simples mais dignes. Sur celle de gauche était gravé « Philippe Delaunay, colonel, 1972-2024, père aimant retrouvé ». Sur celle de droite, « Maryse Chevalier, 1974-1999, mère héroïque, son amour a traversé le temps ». Diane déposa les fleurs et s'agenouilla sur l'herbe fraîche, dans sa poche. Elle sentait le poids rassurant des lettres de sa mère. CES mots d'amour et de sacrifice qu'elle lisait chaque soir avant de s'endormir. « Bonjour maman, bonjour papa ». Sa voix était devenue plus assurée depuis ces terribles événements. Le procès d'Aurélien Moncler, posthume mais nécessaire pour la vérité historique, avait révélé l'ampleur de ce crime, trafic de drogue, chantage, meurtre, 26 ans de terreur qui avaient pris fin dans cette chapelle où tout avait commencé. Les avocats disent que l'affaire sera classée d'ici quelques semaines, justice aura été rendue. Sébastien hérite de tout l'empire criminel de son père adoptif, mais il a décidé de tout léguer à des associations caritatives. Il ne veut rien garder de cet argent sale. Elle sourit, pensant à l'homme qui avait bouleversé sa vie. Sébastien avait eu le courage de témoigner contre la mémoire de celui qu'il avait considéré comme son père, révélant tous les crimes dont il avait connaissance. Un acte de bravoure qui avait définitivement scellé le sort de l'organisation criminelle des Moncler. Il vous aurait plu, papa. Il a votre sens de l'honneur. Et maman, je crois qu'elle vous aurait trouvé beaux tous les deux. Des pas résonnèrent sur l'allée derrière elle. Diane reconnut cette démarche avant même de se retourner. Sébastien s'approchait, élégant dans son costume sombre, tenant un bouquet de roses rouges, les fleurs préférées de Maryse selon les lettres. « Je ne voulais pas vous déranger », dit-il doucement en s'agenouillant près d'elle. « Vous ne me dérangez jamais. » Il déposa ses roses près des lys et resta silencieux un moment. Respectant ces dialogues intimes entre une fille et ses parents retrouvés, « J'ai signé les derniers papiers matin », dit-il finalement. Tout l'héritage Moncler sera redistribué, les victimes des trafics de drogue, les orphelinats,
les associations d'aide aux femmes battues. Aurélien détestait ce genre d'œuvre, c'est une justice poétique. Diane prit sa main. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Recommencer. Vraiment, j'ai fermé le cabinet parisien. Trop de clients douteux liés aux affaires de mon père adoptif. Je vais m'installer à Lyon, ouvrir un petit bureau spécialisé dans l'aide juridique gratuite. À Lyon. Il la regarda intensément. Si vous acceptez de m'épouser, bien sûr. Diane sentit son cœur s'emballer. Ils en avaient parlé. Bien sûr, au cours de CES 6 mois de reconstruction mutuelle, mais entendre CES mot ici, devant SES parents, donnait une solennité particulière à sa demande. Sébastien, attendez. Il sortit de sa poche un écrin de velours noir. Ce n'est pas une bague. Enfin, pas seulement. Il ouvrit l'écrin, révélant une alliance en or blanc sertie d'une petite émeraude. À côté, sur un coussin de soie, reposait une clé ancienne. L'émeraude vient de vos boucles d'oreilles, expliqua-t-il. J'en ai fait détacher une pierre pour la faire sertir sur cette bague. Ainsi, l'amour de vos parents sera toujours avec nous. Diane porta la main à ses oreilles. Effectivement, l'une de ces précieuses boucles n'avait plus qu'une seule pierre. Elle ne s'en était même pas aperçue. Et la clé de notre nouvelle maison. J'ai acheté une petite maison dans le vieux Lyon, rue du Bœuf, avec un jardin pour nos futurs enfants et une bibliothèque pour vos livres. Des larmes de joie perlèrent aux yeux de Diane. Nos enfants, si Dieu nous en donne, et si nous en avons, ils grandiront dans l'amour véritable, pas dans le mensonge et la violence. Diane regarda une dernière fois les tombes de ceux parents. Elle avait l'impression d'entendre la voix de Maryse lui souffler. « Vas-y, ma chérie, sois heureuse. C'est ceux que nous avons toujours voulu pour toi. »« Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je veux vous épouser. » Sébastien lui passa la bague au doigt. L'émeraude captait la lumière du soleil, étincelant comme une promesse d'avenir. Ils s'embrassèrent longuement, scellant leur engagement devant CES, 2 âmes qui avaient payé de leur vie pour que cet amour soit possible. « Il y a autre chose, » dit Sébastien en se relevant et en l'aidant à se redresser. « J'ai reçu un appel de Saint-Flour. » Le visage de Diane s'assombrit. « Tante Corinne, elle va mieux, miraculeusement mieux. Les médecins ne comprennent pas, mais son cancer semble en rémission. Elle demande si nous pouvons venir la voir pour le mariage. Elle aimerait vous donner sa bénédiction. » Diane éclata de rire à travers ses larmes. « Tante Corinne, elle a toujours été coriace. Elle ne pouvait pas mourir avant de me voir heureuse. » Ils quittèrent le cimetière main dans la main, leur cœur enfin libéré du poids du passé. Derrière eux, les fleurs qu'ils avaient déposées embaumaient l'air printanier, comme un message de paix de ceux qui étaient partis trop tôt. 3 mois plus tard, l'église Sainte-Foy-les-Lyons était décorée de lys blancs et de roses rouges. C'était là que Philippe et Maryse devaient se marier 26 ans plus tôt, et Diane avait voulu honorer cette promesse inachevée en prononçant ses vœux dans ces mêmes lieux. Corinne Marchetti, miraculeusement guérie, accompagnait sa fille adoptive vers l'autel d'un pas ferme. À 70 ans, elle avait retrouvé des couleurs, et cette énergie qui l'avait toujours caractérisée. Elle portait une robe de soie bleue, et, à son corsage, une broche ornée d'une petite émeraude, cadeau de mariage de Diane. « Tu es magnifique. »« Ma petite » murmura-t-elle à Diane qui rayonnait dans sa robe de dentelle ivoire. « Ta mère serait si fière. » À l'hôtel, Sébastien attendait, ému aux larmes. Il portait un smoking noir et à sa boutonnière, une fleur de lys en hommage à Maryse. Près de lui, l'inspecteur Moreau, devenu un ami au cours de l'enquête, lui servait de témoin. L'orgue entonna la marche nuptiale et toute l'assemblée se leva. Une assemblée étonnante, mélange de bourgeois lyonnais, d'anciens collègues militaires de Philippe et de simples gens que Diane et Sébastien avaient rencontrés au cours de leur reconstruction. Des victimes des Montclair étaient venues aussi, rendant hommage à celles qui avaient contribué à leur rendre justice. « Mes bien chers frères », commença le prêtre, « nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de Diane et Sébastien, cette union qui naît de l'épreuve et grandit dans l'espoir. » Quand vint le moment d'échanger les alliances, Diane sentit la présence de SES parents comme une bénédiction invisible. Les boucles d'oreilles qu'elle portait, une avec 2 émeraudes, l'autre avec une seule, étincelaient dans la lumière des vitraux. « Sébastien, » dit-elle d'une voix claire, « je vous promets amour et fidélité, dans la joie comme dans les épreuves. Nos familles nous ont légué la douleur, mais nous choisirons la paix. Elles nous ont transmis la haine, mais nous sèmerons l'amour. Diane,
répondit-il. Je vous promets de chérir chaque jour le miracle de vous avoir trouvé, de protéger notre bonheur comme vos parents ont protégé votre vie, et de construire avec vous une famille où régneront la vérité et la tendresse. Le prêtre bénit leurs alliances et les déclara unis pour le meilleur et pour le pire. Quand ils sortirent de l'église, sous une pluie de pétales de roses, le soleil couchant dorait les façades de Lyon. Sur le parvis, Diane lança son bouquet qui fut attrapé par une jeune infirmière de l'hôpital où Philippe avait été soigné ce dernier jour. « Alors, Madame Moncler ?» demanda Sébastien en l'enlaçant. « Comment vous sentez-vous » ?»« Madame Moncler. » Elle savoura ce nom nouveau. Heureuse, enfin heureuse. Ils montèrent dans la voiture décorée qui les emmènerait vers leur nouvelle vie, dans le rétroviseur. Diane aperçut une dernière fois l'église où reposait tant d'histoires. Elle toucha machinalement ce boucle d'oreille. Une complète. Une amputée symbole parfait de leur amour né de la blessure, mais promis à la plénitude. « Merci », murmura-t-elle vers le ciel. « Merci maman, merci papa ». Le soleil disparaissait derrière les collines lyonnaises. Et déjà, les premières étoiles s'allumaient dans le ciel violet. Quelque part dans cette immensité, Philippe et Maryse veillaient sur leur fille. Enfin réunie à son âme sœur, l'amour avait vaincu la mort, l'espoir avait triomphé du désespoir, et les boucles d'oreilles d'émeraude, témoins de tant de souffrances, brillaient maintenant comme des promesses d'éternité.